chemine à l'intérieur même du nerf optique et elle est responsable donc de la vascularisation de la partie superficielle de la tête du nerf optique et de la majeure partie de la rétine. Donc voici une diapo qui résume cette densité vasculaire en ce qui concerne la région papillaire et la région maculaire. Et je vais vous expliquer où est l'intérêt de cette densité vasculaire. Elle concerne essentiellement le réseau capillaire superficiel de la rétine. Donc, c'est les micro-vaisseaux qu'on va analyser et non pas les gros vaisseaux. Il faut savoir que ces vaisseaux-là, qui sont supérieurs à 2 pixels, sont éliminés à travers des algorithmes. Donc, ils ne sont pas pris en considération dans l'analyse de cette densité vasculaire maculaire. Et vous savez que cette coloration qui est variable du bleu au brun, donc est témoin de la densité vasculaire. Et lorsqu'elle est de coloration bleue, ça signifie que cette densité ou le flux de densité vasculaire est réduit et non pas totalement arrêté. C'est-à-dire que ce n'est pas une ischémie, mais beaucoup plus un ralentissement circulatoire qui se manifeste par cet aspect bleuté. Et vous avez la partie où c'est brunâtre, là, la densité vasculaire est la plus importante, en pourcentage bien sûr, et on sait que la coloration jaunâtre est représentative de cette densité, de la majeure partie de la densité vasculaire, au niveau d'ailleurs papillaire, péripapillaire et bien sûr maculaire. Donc le glaucome est une affection neurodégénérative, donc c'est une neuropathie optique où elle évolue de façon progressive et chronique. Donc j'insiste sur le caractère progressif de la pathologie, puisqu'il faut prendre son temps pour poser le diagnostic du glaucome et ne pas se précipiter à traiter ces patients-là avec seulement un tonus élevé, je vais dire, et non une hypertonie oculaire, avec un cup disque qui est asymétrique, voire large, donc prendre son temps et explorer le patient de façon correcte et user de tous les moyens dont on dispose. Quand est-ce qu'on pense au glaucome chronique simple? Bien sûr, en premier lieu, c'est sur la clinique. Et cette clinique-là se résume à la prise de la pression intraoculaire, qui peut être normale, mais elle n'élimine pas un glaucome, comme elle peut être limite, c'est-à-dire elle avoisine les 21 mm de mercure. Secondairement, on a les pressions intraoculaires qui sont élevées, nettement supérieures à 21. Mais certaines pressions entre 21 et 24 mm de mercure ne nous permettent pas de poser le diagnostic du glaucome, puisqu'il s'agirait très probablement d'une hypertonie oculaire isolée dont il faudrait confirmer qu'il y a une conversion en glaucome chez ces patients. Ensuite, le glaucome devant l'excavation papillaire, celle-ci, parfois elle est large, et le fait qu'elle soit large nous fait penser à un glaucome alors qu'il pourrait s'agir d'un big cup, ou bien lorsqu'elle est asymétrique. Cette asymétrie, dans la majorité des cas, dépasse les 0,2 entre les deux papilles. Quels sont les examens complémentaires dont devrait bénéficier ce patient? Excusez-moi, je ne touche plus. Donc, ce qu'il faudrait faire, d'abord commencer par une pachymétrie. Cette pachymétrie va nous permettre de corriger la pression intraoculaire à travers l'épaisseur cornéenne. Et nous savons tous que devant une cornée fine, le tonus oculaire est sous-estimé. Contrairement à une pachymétrie épaisse, là, le tonus est surestimé, donc sa correction est obligatoire. L'OCT structure. Ainsi, pour ma part, l'analyse de la densité vasculaire papillaire est essentielle pour le diagnostic. Pourquoi je débute toujours par un OCT? On le saura tout à l'heure. Compléter l'examen dans le cas où le diagnostic ou la pathologie est suspectée par une rétinographie, des rétinophotos qui nous permettent de suivre ce patient-là et d'apprécier mieux les variations anatomiques de cette papille optique. Et bien sûr, on termine l'examen par un examen de champ visuel qui devrait être obligatoire. Ce champ visuel pourrait être de bleu-jaune ou blanc-blanc. Et la différence entre les deux, nous savons tous que dans le champ visuel blanc-blanc, il est altéré lorsqu'il y a une altération de plus de 30% des cellules ganglionnaires
de la macula. Contrairement au champ visuel bleu-jaune qui explore la voie coniocellulaire, qui est constituée d'environ 6% des cellules ganglionnaires maculaires, et on préfère explorer cette catégorie de cellules puisqu'ils sont au nombre de 6% et l'atteinte ne peut être que minime lorsque le diagnostic est fait. Donc, en pratique, si on a une pression intraoculaire normale, associée ou pas à un cup disque suspect. Dans ce cas-là, le diagnostic ne peut être posé, sauf si, par exemple, on a un cup disque suspect, pression normale, ou bien on a une pression qui est supérieure à 21 mm de mercure. Là, on parle d'hypertonie oculaire et non pas de glaucome. Donc, une pression intraoculaire normale, cup disque suspect, ou bien une pression intraoculaire supérieure à 21 mm associée à un cup disque physiologique, là, on est obligé de faire en premier lieu un OCT structure avec analyse de la densité vasculaire papillaire et surtout maculaire. Dans le cas où la structure elle est nettement altérée, c'est-à-dire on a une altération de la structure des RNFL et des GCC, ou bien les deux. Dans ce cas-là, je ne prends pas en considération la densité vasculaire, qu'elle soit normale, réduite ou même suspecte. Je fais un champ visuel blanc-blanc devant donc un OCT structure nettement altéré. Et le champ visuel blanc-blanc, s'il est normal, là, je passe à un champ visuel bleu-jaune pour poser mon diagnostic. Dans le cas où la structure, elle est respectée, la densité vasculaire maculaire, dans ce cas-là, elle est suspecte, là, je fais directement un champ visuel bleu-jaune et plus tard, pour le suivi du patient, je passe au champ visuel blanc-blanc. Et je vais passer à des exemples de cas cliniques qui vont conforter ma théorie sur la densité vasculaire maculaire, en commençant bien sûr par le premier cas. Il s'agit d'un homme de 59 ans qui est cardiopathe et qui consulte chez son médecin traitant. Et ce médecin traitant, ne voyant pas de modification fonctionnelle, ni même de structure, durant 4 ans, alors que le patient est sous bithérapie, associant des bêta-bloquants et bien sûr de la prostaglandine. Donc le médecin désire s'assurer et arrêter le traitement, sachant que le tonus initial du patient était de 21 et de 23 mm de mercure, donc il s'agit bien d'une hypertonie oculaire, et bien sûr son acuité visuelle conservée à 9 dixièmes P2 avec correction. Le tonus le jour de l'examen est de 10 mm de mercure sous traitement, bien sûr. Sauf que ce patient-là ne présente qu'un cup disque asymétrique associé à cette hypertonie oculaire. Est-on en droit de traiter ou pas? Bien sûr, après 4 ans, aucune variation. Son médecin traitant a des doutes et il veut bien arrêter le traitement, pensant probablement qu'il s'agit d'une hypertonie oculaire isolée. Voici sa rétinographie. On voit bien l'asymétrie du cup disque. Elle est nette au niveau de l'œil gauche. Elle est verticalisée et à pente douce. L'examen du champ visuel blanc-blanc est tout à fait normal. Et là, donc, premier problème qui se pose, cup disque asymétrique, champ visuel, fonction normale. Je fais un OCT structure tout à fait normal. Et on voit bien à ce niveau-là, au niveau des cup disques, il y a une légère asymétrie au niveau de l'œil gauche qui est verticalisé, beaucoup plus important que l'œil droit. Et donc, le problème, il se complique encore plus, puisque l'OCT structure tout à fait normale, la fonction normale et un cup disque qui est asymétrique. Disposant bien sûr d'un OCTA, je fais une densité vasculaire papillaire et dans ce cas-là, elle est tout à fait respectée. Et j'explique pourquoi elle est respectée, du moment que le but c'est de faire comprendre ce que c'est que la densité vasculaire et de vous faire adhérer à mon hypothèse. Donc, nous voyons au niveau des valeurs numériques, il devrait toujours être supérieur à 50% au niveau de la région papillaire centrale, temporale. Par contre, au niveau de la région nasale, l'aspect bleuté donne l'impression qu'il s'agit bien d'une baisse de densité. Mais j'ai remarqué sur plus de 200 patients, cette baisse de densité, elle est réelle chez tous les patients, qu'ils soient glaucomateux ou pas. Mais cette densité, elle a tendance à s'aggraver dans le glaucome et on sait des valeurs normatives concernant l'appareil dont je dispose. Donc, elle avoisine les 49-51%. Elle est tout à fait normale et elle peut aller jusqu'à 45% du côté nasal de la papille. Au niveau de l'œil gauche, le même tableau. On va apprécier la densité vasculaire, elle atteint même les 66,7 au centre de la papille. Donc, c'est une papille qui est totalement normale du point de vue densité vasculaire.
Par contre, au niveau de la densité vasculaire maculaire, première des choses à faire, c'est d'apprécier la différence de densité entre les deux yeux. Et là, vous allez voir que tout le monde est en train de dire qu'au niveau de l'œil gauche, certes, il y a une prédominance de la coloration bleue. Et si on va au niveau des valeurs numériques, on voit bien qu'au niveau temporal, pour l'œil droit supérieur et inférieur, elle est aux alentours de 43-48. Là, elle est abaissée. Par contre, au niveau de la région péripapillaire temporale, elle est de 52, 53 et 53, et c'est là où la densité vasculaire est la plus importante chez tous les patients, même glaucomateux. Sauf que cette différence de densité, il faut faire attention, et le piège, il est là. Il s'agit bien d'une perte de densité, mais qui est due à un ombrage des corps flottants au niveau de l'œil gauche. C'est pour ça que je préfère faire mes examens seuls, et le fait d'en faire, ça nous permet de voir ces corps flottants mobiles lors des mouvements du globe oculaire, et on peut faire varier cette position en demandant aux patients de changer le regard, et là vous voyez qu'ils ont tendance à changer, et même au niveau des vaisseaux, vous voyez bien qu'ils sont cachés par cet aspect bleuté qui n'est autre qu'un ombrage des corps flottants. Donc il faut faire attention. Et si on revient au cas de ce patient, vous voyez bien que l'aspect bleuté est en temporal supérieur d'aspect horizontal, ainsi que d'ailleurs au niveau inférieur, et ça c'est un signe, très probablement, je parle toujours au conditionnel du moment qu'il n'y a pas un consensus par les sociétés savantes, il s'agit bien d'un glaucome précoce, précampimétrie devant ce tableau avec cette densité vasculaire qui a une tendance à évoluer en horizontalité vers la région péripapillaire supérieure et inférieure. On verra tout à l'heure sur une image qui regroupe les deux densités, papille et macula. Au niveau de l'œil gauche, même s'il y a ces ombrages, on peut quand même analyser la partie supérieure et inférieure de la région temporale supérieure, et l'aspect bleuté prédomine. Il a tendance à aller dans l'horizontalité, essentiellement au niveau inférieur. Le problème donc, c'est l'examen du champ visuel bleu-jaune qui doit être systématique. C'est ce genre de patient avec un doute diagnostique si l'on prend en considération la densité vasculaire maculaire. Et je pense que tout le monde est en train de voir l'échelle des grilles. Certes, ça nous renseigne à peu près, ça nous oriente, mais il faut faire attention. Il faut aller au niveau de la déviation individuelle et faire vos calculs. Et là, dans ce cas-là, on a l'aspect d'une ébauche d'un ressort nasal au niveau de l'œil droit, ainsi que d'ailleurs au niveau de l'œil gauche. Et bien sûr, un déficit périphérique en supérieur. Si on va au niveau des déviations individuelles et on fait notre calcul, on est en face d'une anomalie de la sensibilité qui est nette au niveau supérieur, et c'est des critères stricts d'anormalité, et un des signes du glaucome précoce précampimétrique, donc le champ visuel bleu-jaune, c'est la différence de sensibilité entre l'hémérétine supérieure et inférieure, ce qu'on appelle communément le THG. Donc, en ce qui concerne le deuxième cas, c'est un médecin de profession de 67 ans, hypertendu, et qui consulte pour un bilan de retentissement. Son acuité visuelle le jour de l'examen est de 10 dixième P2 avec un tonus de 12 mm de mercure. Donc, il est normotone. La pachymétrie faite est de moins 1 mm de mercure. Là, son problème, c'est qu'il y avait un club disque asymétrique et verticalisé beaucoup plus à droite. On voit ici sa rétinographie et on voit bien l'aspect des deux excavations nettement verticalisées et asymétriques. Et si l'on fait un examen du champ visuel là aussi, on peut considérer qu'il est tout à fait normal, mais il y a quand même quelques points de défect au niveau de l'hémérétine supérieure des deux yeux. La structure est tout à fait normale. Donc, champ visuel blanc-blanc normal et structure normale. Là aussi, je vais m'aider par la densité vasculaire et je dis heureusement qu'elle est à ma portée. Donc, le champ visuel a été refait 3 fois parce que c'est un patient quand même qui était anxieux, stressé. À droite, ça se complique puisque c'est très variable. Par contre, au niveau de l'œil gauche, ça a tendance à conforter cette baisse de sensibilité et elle évolue donc en supérieur et inférieur, et on a ce déficit qui s'accentue lors du 3e examen. Mais ça reste quand même un examen subjectif et on ne peut pas être certain que le patient coopère. La vasculaire maculaire, papillaire plutôt, elle est tout à fait normale, et vous voyez au niveau des valeurs numériques, on a jusqu'à 61,9 au niveau de la papille, 57 en temporal, et bien sûr, comme je vous l'ai dit, en niveau nasal, elle avoisine les 40
44,9 et même 50,2 au niveau des deux yeux. La densité vasculaire maculaire, et j'avais bien dit, il faut toujours faire la différence de densité entre les deux yeux. On voit nettement cette différence au niveau de l'œil droit qui est à prédominance bleutée et l'aspect de cette perte de densité, elle occupe toute la région pratiquement maculaire avec une prédominance en supérieure et inférieure et la tendance horizontale en inférieur. Au niveau de l'œil gauche, très discrète baisse de densité en supérieur qui pourrait être normale, mais légèrement réduite. Et en inférieur, si on voit bien, on a cet aspect bleuté qui a tendance à apparaître, mais il n'est pas encore évident. Je passe en profondeur, justement. Dans les glaucomes à pression normale, il y a une participation et une baisse de la densité vasculaire, même au niveau du réseau profond, par baisse du flux au niveau de la choroïde. Et là, on voit bien cette différence qui est très importante par rapport à l'œil gauche. Donc, voici l'image que je voulais vous montrer. Donc, c'est un montage entre la densité vasculaire papillaire et maculaire et l'aspect bleuté en inférieur qui semble évoluer vers la région papillaire, ainsi d'ailleurs au niveau de la partie inférieure. Au niveau de l'œil gauche, là, c'est plus net. Même si la densité structure était normale, le champ visuel blanc-blanc était normal, on note bien une baisse de densité en inférieur, horizontale, et semble se diriger, je dis bien semble se diriger vers la région péripapillaire temporale inférieure. Que faire devant ce tableau? Est-ce qu'on est en droit de traiter, de poser le diagnostic d'un glaucome précoce précompimétrique? Là, le champ visuel bleu-jaune intervient et vous voyez bien qu'il y a une baisse de sensibilité au niveau des deux hémérétines. Certes, il y a une différence entre le supérieur et l'inférieur qui pourrait être donc en rapport avec un glaucome chronique précompimétrique. Et au niveau de déviation individuelle, la sensibilité est réduite et on est devant des critères stricts d'anormalité au niveau des deux yeux, beaucoup plus à droite, là où le club disque était plus important. Un troisième cas et le dernier, donc, c'est un homme de 57 ans traité par prostaglandine durant 5 ans. Son tonus initial était de 22 et 23 mm de mercure. Donc, on est là devant une hypertonie oculaire. Isolée ou pas, on le saura. Son médecin traitant avait décidé d'arrêter, mais il m'avait appelé pour prendre quelques, je dirais pas conseils, des avis. Et là, je lui dis, on fait une densité vasculaire pour nous décider. Il me l'envoie. Donc, son examen du champ visuel était tout à fait normal. Donc, j'ai dû refaire le champ visuel, blanc-blanc, la structure tout à fait normale. Donc, on a une hypertonie isolée apparemment. Mais est-ce qu'il y a une conversion au glaucome ou pas? Sa densité vasculaire maculaire qui paraît presque tout à fait normale, je dirais bien normale, même en valeur numérique. Par contre, au niveau de l'œil gauche, on était étonné de voir cette perte de densité en inférieur, d'allure fasciculaire le long des gros vaisseaux au niveau maculaire inférieur et se dirige réellement vers la région péripapillaire temporale inférieure. Ce signe-là est un signe de glaucome précoce, précompimétrique, et il sera confirmé pratiquement par l'examen du champ visuel bleu-jaune, devant quand même cette différence de sensibilité entre la partie supérieure et l'inférieure de l'hémérétine. Donc voici 3 cas où le problème d'hypertonie oculaire isolée se posait, et grâce à la densité vasculaire maculaire, on a pu quand même orienter, n'est pas avec certitude orienter le diagnostic de glaucome chronique précompimétrique. Pour ma part, ces 3 malades ou ces 3 patients ont été traités et sont toujours traités. Voici quelques exemples où on voit la structure et la fonction par rapport à la densité vasculaire maculaire. Donc, vous avez un cube disque qui semble arrondi et symétrique. Sauf qu'on est en face d'une hypertonie oculaire à 24 et 23 mm de mercure. Sauf que si vous voyez bien, vous voyez au niveau de l'œil droit l'aspect d'une encoche supérieure, ainsi d'ailleurs au niveau de l'œil gauche. Mais est-on vraiment en face d'un glaucome ou pas, sur un cube disque symétrique arrondi? Voici sa densité vasculaire, son champ visuel et sa structure. La structure, elle est normale. On nous a toujours dit que la structure précéderait la fonction. Et là, je veux prouver que ce n'est pas toujours le cas. Par contre, au niveau du champ visuel, on a ce scrotum paracentral avec le ressort nasal supérieur. Et au niveau de la densité vasculaire, elle est toujours là. Elle participe
au diagnostic à travers cette baisse de densité vasculaire qui prend toute la région pratiquement maculaire avec une prédominance en temporale supérieure et inférieure et cet aspect-là qui semble horizontal, qui se dirigerait très probablement en inférieur vers la région péripapillaire inférieure. Ça, pour ce qui est de l'œil droit. Pour ce qui est de l'œil gauche, densité vasculaire n'est pas trop parlante, très discrète, baisse de densité surtout en inférieur. La structure est tout à fait normale et la fonction, on pourrait dire que le champ visuel est normal, mais lorsqu'on l'interprète, on dira qu'il y a une irrégularité de la sensibilité rétinienne et vous savez tous que parmi les signes précoces du glaucome, en dehors du ressort nasal et tout, on a cette irrégularité de la sensibilité rétinienne qui est variable d'un examen à l'autre et qui pourrait être un signe précoce du glaucome. Une autre patiente où la structure est nettement altérée, là on est dans le net, et la densité vasculaire va nous prouver que cette altération de la structure, elle est pratiquement superposable avec la densité vasculaire en inférieur, et vous voyez qu'au niveau du champ visuel, il y a un élargissement de la tache aveugle, et dans ce cas-là, on pourrait qu'il y ait un signe de glaucome précoce, et ce patient-là donc est diagnostiqué comme glaucome chronique, mais non pas précampimétrique, il est confirmé et à un stade précoce. Troisième cas, asymétrie du cube disque, verticalisé à droite, beaucoup plus large, avec une encoche supérieure. Et voici la structure, la densité vasculaire quand même qui ne suit pas, par contre la fonction est très altérée, d'ailleurs même au niveau de l'œil gauche. Il faudrait faire devant ce patient-là, du moment qu'il a 55 ans, il faudrait faire attention et demander une exploration cardiovasculaire, échodoppler et bien sûr angio-IRM à la recherche d'étiologie vasculaire voire tumorale. Donc ces tableaux-là sont difficiles, c'est des glaucomes difficiles. Malheureusement, tous les examens ont été demandés, sont revenus négatifs et cette patiente-là est traitée pour glaucome chronique. Quatrième cas, structure très altérée, RNFL et GCC. Au niveau de l'œil gauche, le problème ne se posera pas. Et vous allez voir l'aspect typique d'une perte de densité au niveau de la région papillaire en inférieur et au niveau de la région maculaire, bien sûr, là aussi, vous voyez, il faut toujours suivre chez les patients confirmés comment évolue cette densité et revenir en arrière pour pouvoir déceler les glaucomes précoces. En supérieur, perte de densité, discrète certes, mais vous voyez qu'au niveau supérieur de 42,7, 48, elle commence toujours par baisser au niveau temporal supérieur et évolue progressivement en horizontalité vers la région péripapillaire supérieure, donc 42,7, 48 et 51. Au niveau inférieur, elle atteint les 34,2, c'est important comme baisse de densité vasculaire. J'ai mis exprès la diapo de droite où on note la zone avasculaire centrale dans les glaucomes. Cette zone vasculaire centrale est conservée. Le flux de densité est conservé même au stade agonique. Et vous voyez bien ensuite là, le flux de densité est de 55,07. Et c'est une spécificité du glaucome, contrairement à la rétinopathie diabétique, où on a une baisse de d'abord, un élargissement de la zone avasculaire centrale et surtout une baisse du flux de densité. Donc je regroupe les deux images et vous voyez bien comment la structure et la densité vasculaire marchent ensemble. On a au niveau de la papille la perte de densité temporelle inférieure et la perte de densité au niveau péripapillaire inférieur. Au niveau de la macula, on note bien cette perte de densité inférieure qui est superposable à la perte de structure et là toujours la densité vasculaire, elle suit la perte de structure. Un cinquième cas où là aussi c'est un aspect, une image typique de glaucome chronique et vous voyez bien qu'au niveau du champ contralatéral on a ce scotum marciforme supérieur. Encore un autre cas où l'atteinte structurale est très importante, la densité vasculaire, elle suit cette atteinte et on voit bien au niveau de la fonction ce double scotum marciforme qui témoigne donc d'une affection glaucomateuse. Sauf que je voudrais attirer l'attention sur cette anopériphovéolaire où la densité vasculaire, elles sont conservées et ceci explique pourquoi dans les champs visuels on a un seuil fovéal qui est conservé
au-delà de 30 et 32 décibels, et surtout pourquoi l'acuité visuelle est conservée plus souvent, peut atteindre même les 10 dixièmes. Évolution du glaucome encore, de plus en plus perte de densité vasculaire, et là vous avez un champ visuel agonique qui persiste, un îlot de vision tubulaire au niveau temporal inférieur, et ce qui est bizarre, et ça me rappelle l'artère ciliio-rétinienne dans les occlusions de l'artère centrale de la rétine, cet îlot intermaculopapillaire qui nous permet quand même d'avoir un seuil fovéal qui est dans ce cas-là de 35 décibels, et l'acuité de ce patient était de 9 dixièmes, mais malheureusement tubulaire. Comment évolue la perte de densité vasculaire maculaire? Donc pour ma part, j'ai essayé de faire un retour en arrière et d'essayer de mettre une hypothèse sur cette densité vasculaire maculaire. Peut-être qu'un jour, il y aura un consensus sur ça, mais au moins, ça mérite d'avoir essayé. Donc voilà la densité vasculaire maculaire au début du glaucome. Et vous voyez qu'au niveau de la région nasale, on avait dit que toujours il y a une baisse de densité vasculaire qui avoisine les 43-45%, que je considère normale. Mais bizarrement, on voit que cette densité vasculaire a tendance à évoluer le long des grosses artères supérieures et inférieures, donc de manière concentrique. Donc le début siégerait au niveau de la région nasale de la papille et au niveau temporal supérieur et inférieur, beaucoup plus inférieur que supérieur. Et dans la littérature, on est bien au courant que le début généralement se fait au niveau inférieur. Donc l'œil qui possède une autorégulation qui est propre à lui semble s'intéresser beaucoup plus à préserver la région fovéolaire aux dépens de la périphérie. C'est exactement pareil dans les rétinopathies diabétiques. On fait une PPR pour protéger la partie centrale en détruisant tout ce qui est périphérique de la rétine. Donc, le premier tableau, pratiquement, on peut avoir ça, et ça évolue de deux manières. La première façon, c'est une évolution de cette perte de densité horizontalement le long de la région inférieure des gros faisceaux vers la région péripapillaire et secondairement en supérieur. Cette densité vasculaire, elle a tendance à encore diminuer plus et elle évolue du côté temporal et même prenant toute la région inférieure. Deuxième tableau où il y a une perte de densité qui prend toute la région maculaire. Et on voit bien cet aspect toujours présent, l'horizontalité de cette perte de densité vasculaire qui évolue toujours vers la région péripapillaire inférieure puis supérieure. Désertification de la région maculaire, donc aggravation du glaucome. Et on voit bien que cet anneau a tendance à persister encore plus au niveau de la région périfovéolaire. Il se dessine encore plus aux dépens de la périphérie. Et je veux dire là qu'il y a une vasoconstriction extrême des capillaires maculaires. Donc, tout se passe comme si le globe oculaire préserve la région fovéolaire au dépend toujours de la région périfovéale. Donc, là, il maintient une vision qui est utile pratiquement et surtout un seuil fovéal qui est de l'ordre de 30, 32, voire 33 décibels. Et bien sûr, l'évolution se fait vers une désertification presque totale et chez ce patient, il y a une préservation de cet îlot-là qui permet quand même au stade tardif du glaucome de conserver une certaine vision utile. Donc je dirais qu'en conclusion, l'analyse de la densité vasculaire maculaire devrait être un examen qui fera partie des explorations nécessaires au diagnostic du glaucome chronique simple précampimétrique. Le but, c'est de faire un diagnostic, préserver au maximum les cellules ganglionnaires, à travers, bien sûr, l'examen clinique qui doit être parfait, une prise de tonus qui doit être juste, et nous savons tous que la prise de tonus, parfois, elle est mal faite. Je conseille à mes confrères de ne plus utiliser de la fluo en bandelette ou même de la fluo qu'on mélange à de la novésine, parce que lorsqu'elle est concentrée, plus concentrée que la normale, donc ça nous donne des tonus plus élevés, alors que quand il y a une sous-dilution, là on a des tonus qui sont faussement diminués. Donc la prise de tonus doit être parfaite. N'oubliez jamais d'étalonner vos tonomètres, parce que 2 à 3 mm de mercure et on passe vers l'hypertonie oculaire. Donc,
cette densité vasculaire, certes, elle a des inconvénients. Elle peut nous induire en erreur si on n'est pas expérimenté. Et surtout, elle devrait avoir la même valeur que le champ visuel blanc-blanc ou bleu-jaune qui sont subjectifs qu'on le veuille ou non. Il suffit d'avoir un malade qui ne participe pas à l'examen et on est désorienté. En prenant cette structure, pareil, il a des inconvénients avec ses faux négatifs et ses faux positifs. Et principalement chez le myope où on a des difficultés à poser le diagnostic. Donc, on doit s'aider du champ visuel bleu-jaune devant une densité vasculaire maculaire suspecte. Le bleu-jaune explore la voie conio-cellulaire où les cellules gangliennes ne représentent que 6%, donc c'est un stade très précoce. Secondairement, le blanc-blanc pour le suivi. Et dans cette structure, c'est un examen qui est reproductible, facile, d'où on doit commencer toujours par cet examen-là et compléter en fonction du résultat par un champ visuel qui soit bleu, jaune ou blanc-blanc. Donc, vous venez de voir quelques exemples parmi des dizaines d'autres qui devraient attirer notre attention et pas votre attention sur l'utilité de l'analyse de la densité vasculaire maculaire dans le diagnostic du glaucome précoce pré-campimétrique. Donc, on attendra des directives des sociétés savantes, autres qu'africaines malheureusement. Et je dirais que le chemin est long et par les préceptes. Et je pense avoir donné beaucoup d'exemples pour que le raccourcir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Ben-Mebarek, pour cette riche présentation. Je pense qu'on a fait le tour de la question de la densité vasculaire maculaire. Donc, si vous avez des questions, je vous demanderai de les poster sur le chat. Et je pense que Dr Ben-Mebarek aura un plaisir d'y répondre. Dans le cas où vous voulez bien sûr intervenir aussi, vous pouvez directement activer votre micro et prendre la parole. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. Merci, merci. Alors, s'il y a des questions. Merci. J'espère qu'il y en aura. Sinon, ça n'aura servi à rien. Il faut avoir une résistance pour pouvoir avancer. Alors, il vous encourage, Dr Ben-Mebarek, à lui poser des questions. Hein. Allez-y, soyez intransigeant. Voilà, c'est ce que je demande. Alors, première question. Y a-t-il des cas d'atteinte de la structure de l'OCT avec une densité vasculaire normale? Oui, et j'ai montré un cas où on avait une densité presque normale avec altération de la fonction. Et donc, c'est un tableau quand même qui pousse à explorer encore plus le côté vasculaire, que ce soit au niveau par des échodoppléaires et une angio-IRR. Mais ça existe. C'est pour cela que j'avais dit il a des avantages et des inconvénients. Mais lorsqu'on trouve une densité vasculaire qui est réduite, ça aide énormément à engager le traitement et avoir quand même à justifier à travers ces examens complémentaires qu'on a fait pourquoi on a traité mieux que de ne rien avoir et traiter. Alors, il y a une deuxième question, docteur Ben-Saadi, qui vous demande comment étalonner le tonomètre. Alors, j'avais fait au moment du congrès de la Société algérienne du glaucome et j'avais montré une vidéo que j'avais réalisée moi-même sur l'étalonnage. Donc, on a un petit truc métallique et je pense que vous allez sur YouTube, certes c'est en anglais, mais j'avais fait ça lors du congrès et c'est très facile à faire. Il faut le faire au moins en fonction du volume de travail, au minimum une fois par mois. Donc, on dispose de cette échelle d'étalonnage 0, 20 jusqu'à 60 mm de mercure et ça peut quand même nous orienter vers un tonomètre qui est défectueux ou pas. Donc, c'est faisable. Oui. Alors, il y a une autre question. C'est quoi la corrélation entre baisse de la densité vasculaire et la structure?
qu'est-ce qui atteint en premier les FNRL ou les RNFL ou les GCC? Donc ça, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Donc, le dernier webinaire qu'on avait fait avec Baucheland France et avec M. Baudouin, il avait parlé de ça. Et jusqu'à ce jour, on ne sait pas qui commence en premier. Est-ce que c'est la vascularisation ou l'atteinte des fibres nerveuses? Pour ma part et mon hypothèse, la première atteinte, c'est beaucoup plus vasculaire, puisque le glaucome serait encore avec un flux afférent ou de perfusion du globe oculaire qui serait réduit soit par une résistance au niveau même du globe oculaire, soit un problème qui existe en amont au niveau de l'artère ophtalmique, voire de la carotide interne. Donc, à chaque fois qu'il y a une baisse du flux vasculaire, il y a une souffrance au niveau des fibres nerveuses, et c'est tout à fait normal. C'est l'histoire, justement, je tire toujours cet exemple. Quand on a un angor, ça ne veut pas dire qu'on a un infarctus. On a une souffrance, et cette souffrance-là peut être levée à travers la prise de trinitrine, donc on fait une vasodilatation en urgence, et ça sauve d'ailleurs le cœur, les fibres nerveuses. C'est pratiquement la même chose au niveau de l'œil. Si on agit à temps, on provoque une vasodilatation des capillaires rétiniens, on pourrait augmenter l'irrigation, l'apport en oxygène et en nutriments au niveau des fibres nerveuses. Donc, on pourrait sauver ces patients-là d'une progression rapide. Merci. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on va passer à la partie cartéole. Alors, on va... Hop. En attendant qu'il y ait peut-être d'autres questions, donc vous pouvez les mettre toujours sur le chat. Je ne sais pas si vous arrivez à regarder mon écran. Oui, juste pour la projection de l'écran. Regarde les questions de la bouche. Il a posé des questions. Oui. Alors, je profite de l'occasion, justement, vu qu'on est en train de parler d'un aspect important du glaucome, qui est l'aspect vasculaire de cette neuropathie optique, pour parler justement de la solution thérapeutique qui est proposée par les laboratoires Baucheland, qui est Cartéol LP2% que vous connaissez parfaitement, qui vous a accompagné depuis plus de 40 ans. Cartéol LP2% qui est justement un bêta-bloquant non sélectif. Je me réfère bien sûr à cette slide que vous connaissez tous. C'est la fameuse recommandation de l'EGS. Vous savez très bien que les bêta-bloquants restent recommandés en monothérapie et comme traitement initial pour le traitement du glaucome, en monothérapie et en première intention. Et vous allez voir que Cartéol LP va beaucoup justement vous servir face à vos patients. Il a plusieurs avantages. Le premier, c'est que Cartéol LP2% reste efficace sur la baisse pressionnelle. Il abaisse la pression intraoculaire de 25 à 30% et ce à long cours aussi. Mais aujourd'hui, comme on s'est intéressé à la variante vasculaire, je tiens à vous souligner que seul Cartéol LP est un bêta-bloquant avec activité sympathomimétique intrinsèque. Cette activité sympathomimétique intrinsèque ou ASI va permettre à vos patients de ne pas avoir de vasoconstriction et il va en découler pas mal d'avantages. Donc, le premier avantage, c'est le respect des facteurs d'aggravation vasculaire. Vous voyez en face de vous l'étude de Natland qui maintient, vous voyez très clairement que Cartéol LP2% maintient la fréquence cardiaque nocturne, contrairement au timolol. Et
comme on sait tous, plus il y a des fluctuations nocturnes, plus on a une aggravation au niveau du champ visuel. Donc, Cartéol reste un allié de taille pour la sécurité de vos patients. Alors, en plus de cet aspect vasculaire, donc l'ASI va permettre à vos patients justement de maintenir la pression de perfusion oculaire. Donc, on sait très bien qu'une meilleure perfusion au niveau de la tête du nerf optique est très essentielle pour la sécurité des patients et pour diminuer le risque d'aggravation au niveau vasculaire. En plus de l'efficacité et de la sécurité que procure Cartéol LP pour vos patients, Cartéol reste le seul bêta-bloquant donc avec ASI et du coup il aura une bonne tolérance locale et systémique. Je pense que par le biais de votre expérience avec Cartéol, vous avez pu confirmer cela. Un confort à l'instillation et une faible incidence du flou visuel concernant la tolérance locale avec, comme vous êtes en train de le voir sur ce schéma, un respect de la sécrétion lacrymale. En plus de cette tolérance locale, vous allez avoir une bonne tolérance systémique. Grâce à la forme LP, il y aura 2 fois moins de passages systémiques avec Cartéol LP. Vous savez très bien que le coût du traitement reste un facteur très important pour la prise en charge des patients glaucomateux et un bon produit et un coût raisonnable équivaut à une bonne observance du patient. Donc, soyez rassurés, Cartéol LP 2% vous procure cette bonne observance du patient et une efficacité, bien sûr. Donc, pour résumer, Cartéol LP 2% est efficace sur la baisse pressionnelle de 25 à 30%. Il est recommandé par les sociétés savantes telles que l'EGS en première intention et en monothérapie. Cartéol LP 2% est efficace sur la baisse pressionnelle, mais aussi au niveau de la tête du nerf optique où il va y avoir une sécurité d'emploi. Donc, pas de bradycardie nocturne, moins de fluctuations et une bonne perfusion de la tête du nerf optique avec la cerise sur le gâteau qui est la bonne tolérance, donc le confort à l'instillation. Vous serez sûr que votre patient va mettre sa goutte de Cartéol LP le matin. Une goutte par jour suffit largement, bien sûr, car c'est la forme LP. Donc, par rapport au prix, vous savez qu'il coûte 500 dinars, ça reste le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Donc, ceci était par rapport à Cartéol LP que vous connaissez tous et qui vous a accompagné justement durant longtemps par le biais de son recul et de sa notoriété. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et je repasse donc la parole à Dr Benmebarek pour continuer à répondre aux questions qui lui sont posées. Alors, là. Alors. Il y a des questions encore? Oh, oui. Alors. Alors, voilà. Alors, il y a une autre question. Est-ce que les atteintes de la densité vasculaire sont systématiquement en cas d'atteinte du champ visuel? Alors, généralement, c'est l'inverse. Quand on est en face d'une densité vasculaire nettement altérée, atteinte, oui, on a une altération de la fonction, même si elle n'est pas visible au niveau du champ visuel blanc-blanc, on peut la retrouver, même discrète, au niveau du champ visuel blanc-blanc. Mais je dis toujours qu'il n'y a pas de toujours en médecine. On peut avoir une densité vasculaire tout à fait normale avec un champ visuel qui est altéré, voire une structure, et l'inverse est vrai. Mais ce que j'ai remarqué sur les 200 patients que j'avais, la densité vasculaire maculaire est souvent présente et à un stade très précoce, elle nous oriente et elle nous pousse d'abord à bien surveiller le patient et à éliminer les hypertonies oculaires isolées. Je vais vous dire une chose sur les hypertonies oculaires isolées. Quand vous avez un patient qui a 21, 22, voire 23 mm de mercure, j'ai vu la majorité des patients sont mis sous traitement. Pourquoi ils sont mis sous traitement? Vous allez me dire, on protège les cellules ganglionnaires. Et vous savez que sur 100 patients traités, seulement 10 patients feront un glaucome dans les 5 ans. 90 malades n'en feront pas. Et trouvez-vous normal, que ce soit sur le plan psychologique, économique,
et même sur le plan anatomique concernant la surface oculaire, on met 90 patients sous traitement alors qui ne sont pas glaucomateux. Prendre le risque, les surveiller, éliminer les patients qui ne sont pas glaucomateux dans les 5 ans et qui sont de 90%, 90 malades, je préfère donc temporiser. Par contre, les 10 patients qui développeront un glaucome, on va retrouver cette densité vasculaire qui est le plus souvent atteinte et ça nous permet de les mettre sous traitement en ayant à côté un document qui prouve qu'on a fait notre maximum pour ce patient-là. Alors, il y a une autre question. Alors, conclusion, on peut avoir un patient avec une acuité bilatérale 10-10, champ visuel normal, structure normale et atteinte de la densité vasculaire. Ça dépend. L'atteinte de la densité vasculaire, elle est dans le cadre de, si c'est du glaucome, on ne peut pas avoir une atteinte nette de la densité vasculaire, sauf s'il y a une affection vasculaire associée en dehors du glaucome. Donc, cette densité peut être réduite et actuellement, il y a des études sur cette baisse de densité vasculaire qui pourrait avoir même un rapport avec la maladie d'Alzheimer. Mais généralement, quand on a une baisse de densité due au glaucome, il y a une atteinte soit de la structure, soit de la fonction et surtout, on ne parlera pas de l'acuité visuelle qui est qu'un élément en plus. Un glaucome agonique peut avoir ses dixièmes à travers une vision tubulaire. Donc, densité vasculaire normale ou altérée, ça ne voudra jamais dire qu'il s'agit bien d'un glaucome. Il faut suivre le patient et compléter les différents examens. Très bien. Dernière question, je pense. Y a-t-il des cas de baisse de la densité vasculaire avec champ visuel bleu-jaune et blanc-blanc normaux? Oui, ça existe. Très bien. On peut appeler ça peut-être un inconvénient, mais ça existe. Et il ne faut pas traiter ces patients-là. Quand on a une densité vasculaire uniquement qui est légèrement diminuée, il ne faut pas les traiter du moment que la structure et la fonction. Et même, surtout, il faut se baser sur la clinique. Si on a une hypertonie oculaire avec une densité vasculaire diminuée, oui, il peut s'agir d'un glaucome précoce. Si on a un cube disque asymétrique ou large, nettement large, pathologique, avec une densité seule, oui, c'est un glaucome. Mais on ne peut pas sur une densité vasculaire, s'il n'y a pas les autres qui suivent, à savoir la clinique, le tonus, le cube disque. Donc, je pourrais dire que je pourrais mettre un traitement à un patient suspect de glaucome lorsque le cube disque est asymétrique ou large, lorsque le tonus est élevé, associé à une densité vasculaire. Même si la fonction et la structure sont tout à fait normaux, ce patient-là est considéré pour moi comme un glaucome précoce précampimétrique. Et c'est ça le but du précampimétrique. Il faut rechercher les autres éléments, à savoir en premier lieu le champ visuel bleu-jaune qui pourrait s'associer à cette densité vasculaire diminuée. Très bien. Je pense que les questions sont terminées. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Alors, je tiens à vous remercier tous. C'est bon, c'est bon. Je vous remercie de votre présence et je remercie surtout les laboratoires Bosch et Lomb. J'aurais aimé qu'il y ait des personnes qui travaillent avec la densité vasculaire pour avoir plus de débats et une résistance. On n'avance pas sans résistance. Là, ça fait 3 ans que je fais ça et je n'ai pas trouvé une résistance, une contre-vérité entre parenthèses, sinon on n'évoluera pas. J'espère que la prochaine fois, j'aurai des gens qui disposent de l'OCTA, ils vont aller dans ce sens et pourquoi pas avoir des avis différents pour pouvoir avancer et surtout ne pas attendre que ça vienne de l'autre côté de la Méditerranée. Au moins, il faut rivaliser avec eux. Je vous remercie. Inch'Allah. J'espère aussi, Dr Ben Mebarek, en tout cas, sachez que ce n'est pas tombé dans l'oreille du sourd. Voilà. Donc, je vous remercie à tous de votre participation. Je vous remercie pour votre patience. Merci d'avoir fait de cette table ronde un succès. Ça m'a fait plaisir de vous avoir tous parmi nous aujourd'hui. Merci Dr Ben Mebarek et merci au laboratoire Bosch et Lomb de nous permettre aujourd'hui de nous exprimer à travers cette table ronde. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et si vous allez vous mettre à table, bon appétit. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.